docteur Safrano, qui est vice-présidente de CME, qui a plusieurs casquettes. Et si vous ne la connaissez pas, il suffit de regarder sur Guadeloupe la première et vous la verrez. Voilà, donc du coup, je lui laisse le micro. Oui, parce qu'on a quand même des stars à le PSM. Docteur Angérie. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Docteur Safrano. J'espère. Donc, docteur Angérie l'a dit, je suis docteur Safrano Béatrice, je suis pédopsychiatre. Et depuis janvier 2025, je suis chef de service de l'intersecteur de pédopsychiatrie de Grande-Terre. Et je suis aussi, depuis quelques mois, vice-présidente de CME. Donc, voilà. Une charge institutionnelle. Ah, j'ai pas le truc. Ça va me déstabiliser, ça. Donc, je remercie le docteur Angérie de m'avoir fait cette demande, d'animer cette table ronde. Je pensais juste pouvoir débattre à bâton rompu, donc j'ai appris qu'il fallait que je fasse une présentation, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, cette présentation sur la santé mentale, ça me permet aujourd'hui de parler de jolis mots, santé mentale. Michel Hebdo le disait tout à l'heure, santé mentale. En général, moi, je dis des gros mots. Je parle de psychiatrie, de troubles psychotiques, de dépression. Ça, c'est des mots qui font peur. La santé mentale, c'est un mot très politiquement correct, qui est joli, qui passe bien. Donc, je suis contente cet après-midi de pouvoir parler de jolies choses, de choses qui font consensus. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, déjà, le contexte, c'est important de reprendre toujours avec les définitions. Donc, l'OMS décrit la santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien comprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. Autrement dit, elle reporte sur un bien-être émotionnel, social et fonctionnel. Alors, quand on parle de jeunesse, effectivement, je me suis dit que tu voulais qu'on parle d'adolescence, puisque moi aussi, je me considère encore jeune, mais bon, je suppose que ce n'était pas de moi qu'il s'agissait cet après-midi. Donc on sait que c'est une période de vulnérabilité neuro-émotionnelle, du fait des bouleversements physiques, émotionnels et sociaux qu'elle implique. Et depuis 2018, en France comme à l'international, on assiste à une dégradation de la santé mentale chez les jeunes, et particulièrement chez les filles. De plus, la pandémie et le confinement ont encore renforcé cette fragilité de la santé mentale des jeunes, avec une recrudescence des pensées suicidaires, des hospitalisations pour idées suicidaires ou tentatives de suicide, qui persistent encore à des niveaux élevés plus de 5 ans après ce fameux confinement. Il y a aussi les spécificités de notre île, donc le caractère insulaire, l'inégalité d'accès aux soins, avec un EPSM qui est quasiment le seul recours aux problématiques de santé mentale sur le territoire, et les enjeux culturels des territoires d'outre-mer. Donc, vous le savez, nous avons un tissu socio-économique fragilisé sur les Antilles, avec un chômage des jeunes très important par rapport au niveau national, avec plus de 35% des jeunes qui seraient sans activité selon l'INSEE. Des familles monoparentales matrifocales, donc qui concernent un foyer sur 3. Des phénomènes de psychotrauma multiples, du fait des catastrophes naturelles, de l'insécurité environnementale et des nombreuses violences intrafamiliales aussi.
l'accès limité aux structures de soins spécialisées et une stigmatisation persistante des troubles mentaux dans les mentalités. Alors, pour parler de la santé mentale cet après-midi, j'ai décidé de vous présenter l'enquête en classe, qui est une enquête nationale réalisée chez les enfants de collège et de lycée dans différents établissements de France. C'est un dispositif innovant et unique en Europe qui permet de suivre tous les 2 ans l'évolution du bien-être et des comportements de santé des adolescents tout au long de l'enseignement secondaire. Et dans les régions d'outre-mer, cette enquête se renouvelle tous les 4 à 6 ans. Donc, il y a un rapport de l'ORSAC de septembre 2024 qui a rapporté le volet santé mentale de cette enquête qui a été réalisée en 2022 en Guadeloupe, dans plusieurs lycées et collèges. Et ça nous offre un cadre de comparabilité rigoureux qui permet d'appréhender la perception qu'ont les élèves de 11 à 18 ans de leur santé et de leur vécu, étudier les principaux comportements de santé dont les comportements à risque, mettre en évidence des tendances évolutives et effectuer des comparaisons au niveau national et international. Donc, les différents indicateurs utilisés dans classe, on a l'échelle de Cantril qui mesure la satisfaction de la vie actuelle, l'échelle WHO 5, World Health Organization Wellbeing Index, qui évalue le niveau de bien-être au cours des 2 dernières semaines, le sentiment de solitude au cours des 12 derniers mois, les plaintes psychologiques ou somatiques survenues 1 fois par semaine sur les 6 derniers mois, et aussi ces plaintes psychologiques et somatiques quand elles sont récurrentes, c'est-à-dire quand elles interviennent plus d'1 fois par semaine sur les 6 derniers mois. On a l'échelle ADRS, Adolescent Depression Rating Scale, qui est une échelle de risque de dépression, une auto-évaluation d'ailleurs, et les comportements suicidaires et l'utilisation de tranquillisants ou de somnifères. Donc, si on s'intéresse aux résultats au collège, donc on constate que plus de 80% des enfants déclarent être en excellente ou bonne santé. Donc, les garçons sont plus nombreux à se penser en bonne santé que les filles, 86,4 contre 75% pour les filles. Plus de la moitié des élèves présentent un bon niveau de bien-être mental, selon l'échelle WHO 5, donc 55,9%. À peu près un quart ont éprouvé un sentiment de solitude au cours des 12 derniers mois. Les principales plaintes ressenties étaient l'irritabilité, la nervosité, les difficultés d'endormissement. 58,7% rapportent des plaintes récurrentes, c'est-à-dire que ces plaintes surviennent plus d'1 fois par semaine. Près de 2 collégiens sur 10 présentent un risque important de dépression selon l'échelle ADRS. Donc ça correspond à peu près 17% de l'échantillon. Et globalement, les filles sont significativement plus nombreuses que les garçons à déclarer un état de mal-être. Quand on passe au lycée, on a des résultats qui sont un peu similaires, avec une dégradation. On constate une dégradation de la santé mentale. Avec là, on était à 80% au collège de personnes qui déclaraient être en excellente santé. Là, on passe à 75%, donc on est à 3 personnes sur 4. Les garçons sont toujours beaucoup plus sûrs de leur santé que les filles, 83% contre 65%. 47,6% des élèves présentent un bon niveau de bien-être mental, se disent en bon niveau de bien-être mental. Là, on est à moins de la moitié, alors qu'au collège, on dépassait la moitié. 3 lycéens sur 10 ont éprouvé un sentiment de solitude au cours des 12 derniers mois. Et les principales plaintes étaient, de nouveau, l'irritabilité, la nervosité, les difficultés d'endormissement. Et à ce niveau-là, 6 lycéens sur 10 rapportent des plaintes récurrentes, donc plus d'une plainte somatique ou psychologique par jour sur les 6 derniers mois. Et près de 2 lycéens sur 10 présentent un risque de dépression. Là, on est à 16% selon l'échelle ADRS. Donc, on a quand même des chiffres qui sont assez préoccupants.
puisque un lycéen sur 4 a déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. On était à peu près à 25%. Là encore, 35% chez les filles contre 14% chez les garçons, donc vous voyez que la différence est quand même significative. Près de 17% avaient fait une TS au cours de leur vie, avec un âge moyen de la première TS à environ 17 ans, et à peu près 2% avaient fait une tentative de suicide et ont entraîné une hospitalisation au cours de leur vie. Et les filles étaient encore une fois significativement plus nombreuses. On a à peu près 6% des lycéens qui ont déclaré avoir pris des médicaments prescrits par leur médecin traitant au cours des 12 derniers mois. Et globalement, encore une fois, les filles sont significativement plus nombreuses que les garçons. Alors, comme vous le voyez, une grande majorité des élèves se déclarent quand même en excellente ou en bonne santé physique. 81% des collégiens et 74% des lycéens. Ils sont également nombreux à avoir une perception positive de leur vie actuelle, mais cette tendance est quand même moins élevée qu'au niveau national. Dans l'Hexagone, les chiffres sont meilleurs. Au niveau du bien-être mental, on a des résultats qui sont plus mitigés et qui, cette fois, sont comparables à ce qui se passe au niveau national, avec des troubles de l'humeur et de l'endormissement, des symptômes dépressifs et des pensées suicidaires, souvent évoqués par les adolescents. Les filles qui sont significativement plus vulnérables sur le plan de la santé mentale que les garçons, et les résultats, comme je vous disais, sont cohérents avec ce qu'on enregistre en Europe et en Asie centrale, selon le rapport de l'OMS. Et voilà, les adolescentes sont de toute façon globalement en moins bonne santé mentale que les adolescents. Donc quand même je reste psychiatre, donc je me suis dit je vais quand même essayer de comparer, si on peut comparer la santé mentale et la psychiatrie. Donc j'ai pris quelques données du DIM récemment parues. Pour essayer de voir à peu près comment on était. Et en fait, contrairement à la santé mentale où on a l'impression que les filles sont plus en difficulté que les garçons, dans les services de psychiatrie, la prévalence reste à dominance masculine et avec la partie de la file active la plus importante chez les 10-14 ans. On a quand même significativement moins de filles ou de garçons de 15 à 19 ans qui sont pris en charge dans nos services. Tu peux passer. Si on s'intéresse aux diagnostics, aux types de diagnostics qui sont déclarés sur les motifs, les motifs principaux de diagnostic, les diagnostics principaux, on a quand même finalement très peu de troubles de l'humeur. À peine 2% de notre file active ont un diagnostic principal de troubles de l'humeur. L'essentiel des enfants ont un diagnostic de troubles néphrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatomorphes. Et c'est vrai que ça correspond aussi beaucoup à nos pratiques où même quand on arrive à traiter la dépression, c'est rarement le motif initial de prise en charge. Les enfants arrivent dans des contextes de harcèlement scolaire, de refus scolaire anxieux, de TS dont on ne connaît pas vraiment la cause. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un impact de l'environnement et des facteurs de stress sur ces enfants qui est vraiment la cause principale, le motif principal de recours aux soins psychiatriques. Et on a aussi notablement les troubles du développement psychologique. Mais là, de F80 à F89, on a quand même le F84 qui correspond à tout ce qui est troubles envahissants du développement, c'est-à-dire troubles du spectre de l'autisme. Donc on en a quand même pas mal dans les services, quelle que soit l'intensité du trouble. Et on a aussi tout ce qui est troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance. Donc là encore, tous ces symptômes qui vont arriver sur des contextes de vulnérabilité psychosociale, de psychotrauma transgénérationnel, d'histoires d'inceste et autres qui sont assez fréquentes dans nos services.
Alors, donc je l'ai dit là, c'est bon, on peut passer. Les enjeux de la santé mentale pour les acteurs de santé sont nombreux. Hein. L'accompagnement de la santé mentale chez les jeunes fera la santé de la société de demain et des adultes de demain. Donc, l'important, c'est que nous nous inscrivions dans une détection précoce de la souffrance psychique en milieu scolaire et familial, que l'offre de santé mentale de proximité puisse être renforcée. Et là, il y a vraiment la notion du rôle central de l'EPSMG au niveau du territoire, qui est vraiment dans une dynamique d'aller vers, de déstigmatiser, de nourrir une image un peu moins peut-être inquiétante. La formation des professionnels à la santé mentale des jeunes et la lutte contre la stigmatisation, avec une approche qui doit être vraiment communautaire et concerner les politiques pour que tout le monde avance dans la même direction. Alors, au niveau national et international, on a pas mal de dispositifs pour essayer d'accompagner cette santé mentale fragilisée chez les populations jeunes. Par exemple, l'OMS a lancé l'initiative HAT, qui signifie Helping Adolescent Thrive, ou aide des adolescents à s'épanouir. C'est une initiative commune avec l'OMS et l'UNICEF. Des programmes de formation en santé mentale à l'intention des enseignants dans certaines régions. En France, on a pas mal de dispositifs qui se sont développés ces années. Il y a déjà Mon Bilan Prévention, accessible aux 18-25 ans, qui permet de faire le point avec un professionnel de santé sur son état mental et de bénéficier de conseils personnalisés et, en cas de besoin, d'être orienté vers les professionnels spécialisés. Le dispositif Fil Santé Jeune, qui est une ligne d'écoute accessible 7 jours sur 7 de 9h à 23h pour les 12-25 ans. Ils ont un site internet avec un forum, un chat. Et là encore, on a des conseils d'orientation vers les structures, notamment les maisons des adolescents, les structures associatives, les structures de soins. On a le 3114, le numéro national de prévention du suicide, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'adresse aux personnes en détresse, mais aussi à l'entourage et aux professionnels et aux personnes endeuillées par le suicide. Donc voilà, on a le dispositif Vigilance, qui est le système de recontact d'alerte après une TS, reposant sur un réseau de professionnels qui garderont le contact avec la personne. Et comme vous le savez, la Guadeloupe est inscrite dans le dispositif 3114 et Vigilance. Et en février 2024, Vigilance était déployée dans 17 régions, donc 4 régions d'outre-mer et 99 départements. Et il y a aussi mon soutien psy, qui permet dès 3 ans d'avoir 12 séances avec un psychologue pris en charge par l'assurance maladie. Je crois que c'est un dispositif qui marche plus ou moins pas bien. Mais bon, il existe. Donc on voit quand même qu'au niveau gouvernemental, il y a une volonté de prendre en charge et d'essayer d'apporter une amélioration à cet état de santé mentale qui est en train de se dégrader. Au niveau territorial, bien sûr, on a notre ambitieux PTSM de la Guadeloupe qui va permettre de structurer l'offre, hein, avec notamment le développement des CLSM pour chaque EPCI, le développement des maisons des ados, la création d'une deuxième EMADO et bientôt une troisième, le développement du partenariat avec l'éducation nationale qui est nécessaire, hein, puisque c'est dans les lieux de vie des enfants qu'on repère les premiers symptômes, et c'est essentiel que nous soyons aux côtés de l'éducation nationale pour former les professionnels de l'éducation nationale
à être sensible à ces premiers signes d'appel. Parce que des fois, ce n'est pas dans la famille qu'il s'exprime, c'est à l'école. Et donc, c'est très important qu'on ait un partenariat sain avec l'éducation nationale. Et l'intégration progressive de la téléconsultation psychiatrique, qui est à mon sens, l'avenir de la médecine, surtout dans cette situation de carence de la ressource médicale. Il va falloir aller vers cette dématérialisation de la prise en soin de plus en plus. Donc, si on s'intéresse aux axes de recherche et d'innovation, on pourrait, à mon avis, avec intérêt, se lancer dans les études sur les facteurs de risque transculturels. Il y a une étude très intéressante qui avait été faite en 2005 par Jolie, Patricia et Al sur les représentations culturelles, itinéraires thérapeutiques et santé mentale infantile en Guadeloupe. Ça avait été fait sur 3 centres. Il y avait le CAMS René Altebourg, le CESAD, je crois que c'était un CESAD de Basse-Terre et un IME de Basse-Terre aussi. Et ils avaient sélectionné 27 familles, c'était un petit échantillon, mais qui montrait la différence entre l'interprétation des symptômes et des diagnostics et la compréhension du discours médical, en fait. La dichotomie entre ces familles qui gardaient leur interprétation des symptômes, des troubles psychiatriques, malgré une assez bonne compréhension du discours que les personnels médicaux pouvaient leur tenir sur la pathologie, montrant que la compréhension n'implique pas forcément une absence d'interprétation. Toutes les recherches autour du psychotrauma, avec notre centre de psychotrauma, je pense qu'on va aller vers des perspectives intéressantes de recherche. Comme je l'ai dit, la télésanté mentale et les interventions numériques doivent vraiment, à mon avis, être de vraies bases de réflexion pour nous. Dans les Antilles, nous manquons de données chiffrées. Donc, il va falloir qu'on s'y mette à développer des cohortes longitudinales locales pour avoir des chiffres, pour pouvoir défendre nos besoins, défendre nos particularités et pouvoir se comparer avec la France hexagonale. Je pense qu'on pourrait être surpris de ne pas être si différent que ça de nos compatriotes, parce qu'on pense toujours qu'on est des Français particuliers, mais les problématiques sont, à mon avis, assez similaires. On reste des bons Français. Le développement de programmes de prévention en milieu scolaire, bien sûr, c'est essentiel, et notamment chez les étudiants en université. Je n'en ai pas parlé, mais cette dégradation de la santé mentale, elle persiste. La santé mentale est assez bonne au collège, elle commence à se dégrader au lycée. Dans les universités, ce n'est pas mieux. Ça se dégrade, ça continue à se dégrader. Donc il y a de plus en plus de programmes qui sont lancés par les universités à titre individuel, souvent, pour mieux accompagner les étudiants du point de vue de leur santé mentale. Et là, c'est mon petit clin d'œil à mon petit centre d'intérêt. L'intérêt d'au-delà de la médecine conventionnelle, tout ce qui est médecine préventive avec toutes les démarches de micronutrition, psychonutrition, le principe de revenir vers une alimentation plus saine, avoir des principes de vie tels que le sport, l'activité physique, qui on sait ont un impact non négligeable sur la santé mentale. Donc la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes s'est dégradée ces dernières années, aussi bien en France qu'à l'international. Promouvoir la santé mentale, prévenir l'apparition des troubles psychiques et lutter contre la stigmatisation sont des enjeux de santé publique sur lesquels nous devons nous engager collectivement pour accompagner les adultes de demain, en tenant compte de notre contexte local, bien sûr.
Nous avons besoin d'une approche intégrée, médicale, sociale et éducative, sous-tendue par un réseau multidisciplinaire, avec des médecins, des psychologues, des éducateurs, des chercheurs. Il est urgent de placer la santé mentale au cœur des politiques publiques, mais nous sommes sauvés. 2025, priorité nationale de la santé mentale, donc tout ira bien. Un grand merci. Merci, Béatrice, de cette présentation extrêmement claire qui nous permet un peu de recontextualiser, et puis tu peux t'asseoir pour qu'on puisse un peu débuter la discussion. C'est vrai que les chiffres, tu disais, sont ceux qu'ils sont. S'il n'y a pas de chiffres, on n'existe pas. C'est toujours le même adage qu'on répète un peu sans cesse à gauche à droite. Mais non, c'est vrai que tu parlais bon, est-ce qu'il y a une telle différence entre les chiffres aux Antilles et ceux de la France métropolitaine? C'est vrai qu'on avait fait un travail à l'époque qui n'a pas été publié parce que le résultat ne semblait pas si intéressant que ça, sur les troubles anxio-dépressifs chez les étudiants ultramarins qui arrivent en métropole. Parce que on était très inquiets du parcours de nos jeunes, on se disait, mais l'impression qu'on avait, c'était que c'était une vraie souffrance d'arriver à l'époque en métropole, qui est une vraie déstabilisation. Et là, les chiffres qu'on avait trouvés n'étaient pas si différents que ça. Alors, c'était post-Covid. Donc, il y avait un gros biais qui pouvait laisser peut-être penser que les chiffres nationaux s'étaient dégradés. Mais maintenant, après, les chiffres, c'est quelque chose, mais qu'est-ce que ça en dit derrière? Il y a toute une interprétation à mettre en place aussi. Parce que je pense que le vécu anxieux et déprimé de l'étudiant antillais qui arrive, ou le jeune qui vit aux Antilles, ou etc., il y a tout un bagage qui vient avec, qui est différent peut-être de son homologue métropolitain. Donc, les chiffres sont importants, mais il faut pouvoir y mettre du sens derrière. Tu as raison aussi de dire que le mode de vie est devenu plus occidental aussi. Hein, ça, c'est les jeunes, la façon de vivre, l'exposition sociétale se rapproche énormément via les réseaux sociaux de ce qui se fait en France métropolitaine. Donc, il y a aussi ce facteur de confusion qu'il faudrait peut-être mettre en place. Après, peut-être pour ouvrir la parole et discuter un peu avec toi pour essayer de comprendre certains phénomènes. Alors, concernant cette idée où on pense qu'aux Antilles, le taux de passage à l'acte, notamment suicidaire, est moindre que la France métropolitaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en rencontre beaucoup moins, beaucoup plus? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin ou pas du tout? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse assez particulièrement sur les passeurs à l'acte suicidaire. Donc c'est un peu intéressé que je te pose la question. Alors, je pense que Dr Tomatini, qui est présente et qui, au quotidien, vit les passages à l'acte suicidaire de nos jeunes, pourrait probablement mieux en parler que moi. Mais elle n'a pas de voix. Elle n'a pas de voix, on ne va pas la forcer. Ah bah, Madame Gigaï se veut être la porte-parole ou la porte-micro. La porte-micro. La porte... Oui. Tu vas parler d'une injonction. C'est une injonction paradoxale. Oui. Bonsoir. Effectivement, j'ai pas de voix. Oui. Je suis pédopsychiatre. Je suis au CRP de Sainte-Anne, responsable de l'enfant et adolescent de Sainte-Anne, en liaison pédopsychiatrique et urgence pédopsychiatrique et au CRP de Saint-Martin. Donc oui, désolée, j'ai pas entendu parler avec mes... Mais oui, je peux témoigner de la santé mentale des jeunes qui se dégradent de façon exponentielle avec le passage à l'acte qui sont de plus en plus inquiétants, qui sont de plus en plus fréquents en fréquence et en intensité, en gravité. Voilà. Je reviens de faire un petit saut au CMP pour voir une gamine qui vient de sortir d'hospice et qui ne va toujours pas bien. Et tous les jours, on a plusieurs demandes pour des tentatives de suicide chez les adolescents, beaucoup qui ne sont pas connues. Qui sont médicalisés forcément. Qui sont médicalisés, qui sont spécialisés en pédiatrie, pas de mieux. Et puis on n'a pas du tout les moyens de répondre à cette demande, clairement, qui dépasse largement la pédopsychiatrie. Je pense qu'on n'est plus du tout... il va falloir vraiment penser à prendre en charge ces adolescents. On n'est plus dans le champ de la pédopsychiatrie, on est dans le psychosocial, il faut que les pédiatres s'y mettent aussi. On démarche largement. On en parlait avec le TDAH, notre question, les TDAH, 5% des étudiants en France, des enfants en âge scolaire en France,
Il s'agit d'une maladie qui concerne les pédiatres et pas seulement les pédopsychiatres, qui va concerner les médecins généralistes aussi. Et je pense que dans la prévention du suicide aussi, il faut que toutes les spécialités s'y mettent. Ça ne peut plus être l'apanage des pédopsychiatres, c'est pas possible, on n'a pas la ressource, on n'a pas les moyens, on n'a pas la formation, on n'a pas les réponses pour ça. Voilà. Non, je pense que, comme tu dis, il y a une mondialisation de la problématique. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, nos jeunes soient plus épargnés par les idées suicidaires ou les tentatives de suicide qu'au niveau hexagonal. C'est très très fréquent. Oui, et c'est vrai que je pense qu'avant on avait une petite spécificité culturelle. Tu as parlé tout à l'heure de l'étude de 2006. Moi, j'ai aussi fait ma thèse sur les particularités culturelles aux Antilles et la représentation de la maladie mentale, notamment avec une étude sur, je crois qu'on avait 150 cas quand même de troubles somatoformes passés en liaison pédopsychiatrique. On avait fait une étude en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, donc c'était sympa, il fallait publier. Ce matin, le professeur de l'UMO a dit que souvent il dit aux internes de publier, on dit oui, on ne fait pas. Donc je fais partie de ces étudiants-là qui devaient publier, on n'a pas publié. Je trouve qu'aujourd'hui, elle est déjà passée. Honnêtement, les choses ont évolué. Moi, les jeunes que je vois maintenant en liaison, ce ne sont pas ceux de quand j'ai passé ma thèse en 2013. Là, maintenant, les jeunes, ils ont les mêmes problématiques en métropole et on a une arrivée en masse des troubles du comportement alimentaire. Ce matin, je voulais répondre à Alain Dervaux qui parlait des comorbidités. C'est vrai que moi, je suis passée dans son service, Alain, que ça fait mon retour à Paris. À l'époque, on parlait des comorbidités de TCA addicto, avec cette question, est-ce que les TCA, c'est pas une forme d'addiction, etc. Là, je me pose beaucoup la question ici aussi, avec une explosion aussi des problématiques liées au comportement alimentaire, avec une explosion des gamines anorexiques, des garçons anorexiques, certains de 9 ans, 9-10 ans, là, qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans. Et on les a là, je sais pas, il y a ces 2 dernières années, vraiment. C'est très très récent. Voilà. C'est très vaste. Non, je crois que la révolution numérique est en train de totalement changer le paradigme social. Ça implique des bouleversements sociétaux. Donc, ouais. Oui, le Tanguy, du coup, psychiatre à 114 de vigilance. Merci beaucoup pour la présentation des deux dispositifs. Alors, je voulais juste rajouter aussi, sur vigilance, on a bien vu entre 2023 et 2024, par exemple, beaucoup plus de jeunes de moins de 25 ans qui ont été inclus. On a vu l'inversion, c'est-à-dire en 2023, sur le centre de Guadeloupe, il y a plus d'adultes et moins de jeunes de moins de 25 ans, et là c'est vraiment beaucoup plus de jeunes de moins de 25 ans. Donc je pense qu'il faut vraiment voir la coopération, je suis tout à fait d'accord avec ce discours-là, à la fois des pédopsychiatres, des psychiatres et des autres spécialités pour vraiment les prendre en charge. Et on en a discuté. Oui, les généralistes, bien sûr, oui, c'est vrai qu'on ne parle pas des généralistes. Et même de faire de la prévention. On était hier dans un lycée professionnel avec Mme Roseau pour présenter le dispositif. Et on a eu beaucoup de témoignages des jeunes qui sont vraiment, on était étonnés de à quel point ils sont saisis de ce numéro. Oui, de ces numéros, des informations qu'on pouvait donner, des débats qui ont émergé. Et on voyait aussi beaucoup de jeunes qui étaient concernés, alors soit dans la famille, soit par des camarades, par des tentatives de suicide récentes, souvent assez récentes. Donc c'est vraiment un sujet qui est primordial et il faut qu'on s'en saisisse tous ensemble. Oui. Il y a Patrick Devant qui levait la main tout à l'heure là, mais on peut. Je vais juste profiter de la proximité du micro pour rajouter 2 autres dispositifs qui existent pour les étudiants. Donc on a mon soutien spécial étudiant, donc qui est interrégional en fait. Donc il n'y a pas de psychologues encore sur le territoire qui sont enregistrés, mais les étudiants ont la possibilité de contacter des psychologues d'autres régions. Et il y a également Nightline qui est arrivé, donc l'idée c'est de former des étudiants un peu sentinelles de la santé mentale qui vont recevoir les appels d'autres étudiants le soir. Donc voilà, c'était juste pour indiquer qu'il y a aussi ces dispositifs. On s'est battu pour que Nightline arrive. Alors Patrick, c'est pas... Non, d'abord il y avait l'art. Oui, on ne vous oublie pas, ok, on ne vous oublie pas, on va essayer de répartir.
Voilà, par proximité. Oui, je voulais un petit peu aller dans le sens de Dr. Safranou, si les autres pour dire qu'en fin de compte, moi je ne suis pas persuadé qu'en fin de compte que les chiffres reflètent bien ce que nous pouvons voir sur le territoire. Et je pense aussi que, bon, nous on a une petite consultation puisque je suis en psychiatrie adulte, hein, donc on va comme des adolescents. Et en fin de compte, la clinique, lorsque j'interroge un petit peu mes collègues qui sont simples adultes, ils me ramènent des situations de suicide ado qui, à mon sens, méritent vraiment qu'on s'y arrête. L'autre, à côté de ça aussi, comme il y a aussi dans la stratégie de la prévention du suicide, il y a la formation aussi. C'est-à-dire comment aider un petit peu les professionnels à accompagner les personnes qui sont psychologues. Donc il y a quand même les 3 dispositifs sentinelles, qui est une formation qui est destinée un peu aux non-professionnels. C'est-à-dire que je pense que nous allons en faire une la semaine prochaine. Il y a une formation aussi qui est liée à comment désamorcer la crise suicidaire, intervention de crise suicidaire, qui est destinée aux psychologues, aux psychiatres, aux infirmiers. Et entre les deux, on a une formation qui s'appelle évaluation et orientation, qui est destinée aux médecins généralistes. Donc on a quand même ces 3 éléments-là qui font l'association un petit peu avec les 2 dispositifs de vigilance et 94 concernant la profession du suicide. Merci Piotr. J'ai un petit regard un petit peu différent quand même, parce que j'ai entendu un chiffre que j'ai retenu là, j'ai entendu 80% à peu près, dit je suis en bonne santé, 20%. Alors si on prend une classe de 30 élèves, c'est 6 élèves, 20%, 6 élèves qui sont en mal-être sur la santé mentale. Alors moi je veux bien entendre les tentatives de suicide, effectivement on est dans le symptôme qui s'aggrave, mais en amont, comment on repère? Qui repère? Et j'ai entendu un dispositif spécialisé avec le PSM, ok, mais je crois qu'il faut faire avec tous les professionnels de santé qu'on a, l'éducation nationale, les médecins de ville, les infirmières scolaires, tout le monde a besoin de tout le monde pour repérer le plus tôt et prendre en charge le plus tôt possible, avant les tentatives de suicide, avant les soucis de l'addiction, avant l'addiction, la prévention universelle. On parle de... Donc il faut qu'on regarde ça, pas sur ce qu'on fait là maintenant, c'est comment on peut aller un peu plus loin, très en amont, parce qu'on a des enfants qui vont très mal, avant d'avoir des adolescents qui vont très mal. Et c'est vrai que l'intervention tout à l'heure disait que ça concerne, on ne parle pas simplement, vous savez qu'il faut classifier sur le plan médical la notion de mal-être, il n'y a pas de code DSM du mal-être. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'avant qu'il puisse des fois arriver au cabinet du médecin, auquel qu'il soit, des fois on n'a pas les outils, il va mal. Sauf que le il va mal peut suffire à passer à l'acte. Mon copain m'a largué, c'est suffisant pour dire je vais en finir avec mes jours. Et ça, sauf que mon copain veut partir avec moi, il arrive au CMP, je le regarde, je lui dis mais mon coco, bon, il faut passer à autre chose, hein. D'accord. Voilà, il faut faire attention à quel moment le normal, pathologique. À l'adolescence, on a l'impression quand même, ou même au cours de la vie, hein, la notion de santé mentale, alors c'est le mot enjolivé, comme disait Dr Safranou, qui fait joli, mais ça fait partie des outils pour déstigmatiser, pour emmener à en parler et se dire c'est l'affaire de tous. Ok? Yes. Je voulais juste rajouter par rapport au public aussi, souvent judiciaire. Donc il y a une partie, il y a une partie qui est scolarisée, il y a une grande partie qui est non scolarisée, c'est-à-dire des crocheurs scolaires qui sont dans la nature. Donc ça, je pareil, c'est vous occuper. Et pareil, donc il y a des mineurs qui sont pris en charge en civil par l'aide sociale à l'enfance. Il faut qu'ils rentrent dans le compte pour la prise en charge de santé mentale. Voilà, donc après, je vais pas faire du discours à la difficulté de la santé mentale au niveau personnel, médical, tout ça. Donc voilà, donc je voulais juste rajouter ce. Merci. Merci. Il y a une dernière personne qui a demandé la parole, Madame Bouffron de l'UNAFAM. Oui, je suis la femme. Bien sûr, parce que comme c'est l'affaire de tous, moi j'ai beaucoup apprécié votre intervention, Dr Safranou, et surtout l'intervention de Dr Romial, où il disait que ça veut dire qu'il y a environ 6 élèves qui sont concernés. Ben, moi je pense beaucoup aux enfants aidants, parce que sur une classe de 20 élèves, il y en a au moins 5 qui sont concernés. Je pense à Mathieu qui a témoigné dans le baromètre UNAFAM qui partait avec les médicaments de sa maman dans son sac pour éviter qu'elle fasse une tentative de suicide. Et je prends même aussi le temps de citer Hélène Daftian
qui est une sœur, docteur en psychologie, qui a fait un livre et des recherches sur les fratries de personnes qui sont atteintes de troubles de schizophrénie. Et quand j'ai lu, je me suis reconnue complètement. Pourquoi ? Parce qu'elle a pointé le doigt sur le fait que souvent les enfants aidants, les frères et sœurs, testent leur capacité psychique au travers de conduites à risque, que ce soit au niveau des consommations, mais aussi des actions qu'ils font. Donc rester plusieurs jours sans dormir, partir en voyage, faire des sports extrêmes. Donc oui, la santé mentale des jeunes en Guadeloupe, il est important de prêter une attention particulière, mais il est aussi important de regarder les enfants aidants et regarder ce qu'il y a au-delà du comportement. Voilà, merci. Il y a un travail qu'on avait fait, qu'on n'a pas publié d'ailleurs, toujours on n'a pas publié. Et il n'y a pas que les universitaires aussi, on ne publie pas. Hein. Mais ce qui montrait, en fait, on a fait une recherche avec l'UNAFAM justement, chez les symptômes post-traumatiques des aidants. Et en fait, on a montré qu'ils ont des chiffres qui sont explosés. Aider les familles qui aident, on a des chiffres de post-trauma des aidants. C'est impressionnant. Okay. Alors, je remercie les intervenants personnellement parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui et j'ai constaté que ce problème est pris en compte par tout le monde. Tout le monde sait que c'est un problème réel, surtout que ce sont ces jeunes qui vont nous remplacer demain. Donc, s'ils sont en bonne santé, imaginez-vous la société de demain. Donc, c'est très bien et puis je pense que les actions seront menées et surtout qu'on soit unis, ensemble. Si on est ensemble, eh bien, nous réussissons. Merci. Très beau. Oui, docteur Le Gall. Alors, est-ce qu'on a des éléments? Moi, j'ai plein de théories. Hein, Moi, je pense qu'on... Tu en as parlé tout à l'heure, on est aussi dans une histoire de stress perçu. Oui. Et je pense que peut-être que les filles ont peut-être plus de facilité à exprimer que les garçons, ce qui ne veut pas forcément dire que les garçons vont moins mal. Exactement. Non, je crois que... Et même chose dans les chiffres que tu as montrés du DIM, où on avait l'impression qu'il y a une forme d'équilibre en termes de taux d'hospitalisation. Là, une des hypothèses qu'on peut mettre en avant, c'est que les symptômes aussi explosifs, expansifs, les garçons sont plus visibles. Tout à fait. D'où le fait qu'il y a une forme de rattrapage au niveau des chiffres. Et c'est, voilà, j'ai l'impression que ça peut expliquer un peu cette variation. Oui, l'entrée dans les addictions, l'approche, bien sûr, ça va avec. Mais je pense aussi que les chiffres du DIM nous montrent aussi qu'il y a toute une frange de la population qu'on rate, c'est ça. qui nous échappe. Oui, on voit que les gens hospitalisés, on voit les gens qui vont très mal. On voit que les gens qui vont très mal parce que pour qu'un parent accepte d'amener son enfant en psychiatrie, c'est que, voilà. Heureusement, il y a tous les dispositifs avant le CNP qui font un gros travail avec les enfants, la LDA, les EMADO, qui amènent ces enfants-là vers le soin spécialisé. Je pense qu'il faut absolument que ces dispositifs se développent, mais aussi qu'on ait la capacité d'accueil derrière pour éponger toute cette demande qui risque de nous arriver. Donc là, je me tourne vers ma directrice. Qui abonde dans notre sens. Qui est vent debout derrière les pédopsychiatres et qui est prête à restructurer. Oui, il faut des libéraux qui... Alors, le souci avec les libéraux, en tout cas en psychiatrie, c'est qu'ils sont extrêmement rares. Oui, déjà, ça c'est bon. Ah, oui, les psychologues. Il y a des psychologues libéraux, mais parfois les psychologues sont dépassés par la pathologie. Je prends la balle au bon, je suis infirmier libéral. Ah, très bien. Ah, bien. Pas du tout spécialisé en psychiatrie. C'est parfait, mais il y en a, vous êtes certainement des patients, Donc, il faut savoir que nous sommes formés aussi, grosso modo, en psychiatrie. Nous avons fait des stages en psychiatrie. Certains d'entre nous avons travaillé en psychiatrie. C'est pas mon cas, mais bon.
Alors, nous sommes ceux des soignants qui voyons quotidiennement bien sûr. 1, 2, 3 ou plus fois par jour ces enfants, chez eux, dans leur foyer, dans leur quartier, dans les écoles. Nous faisons des soins parfois des enfants dans les écoles, des insulines et tout. Donc, voilà, d'où ma présence aussi. Mais oui, super. Voilà. Et vous êtes... Oui, allez-y, vous laissez terminer. Oui, je travaille à Capesterre. D'accord. Y a-t-il des infirmiers? Oui, bonne question. Vous pouvez lever une main, s'il vous plaît. D'accord, il y en a 2, 3. Ok, super. Ah, mais merci d'être là, parce que je pense que vous aurez un rôle. Vous le jouez déjà. Tout à fait. Mais est-ce que vous arrivez à vous structurer sur. Parce que souvent, ce qui est difficile pour nous, quand on essaie de transmettre des messages, c'est comment on peut avoir accès à vous, comment on peut vous rencontrer, quel est l'espace dans lequel vous allez vous retrouver pour qu'on puisse propager la bonne parole. Alors, individuellement, nous sommes les plus disponibles, les soignants. D'accord, c'est bon, on entend, ok. Ensuite, collectivement, nous sommes réunis non seulement en syndicat, en CPTS, et maintenant, depuis récemment, en CPTS. D'accord, ok. Enfin, je veux dire URPS, bien sûr, mais maintenant en CPTS. D'accord. Ce sont des communautés territoriales professionnelles de santé. D'accord. Qui réunissent, dont le but principal est de coordonner, justement, de coordonner les soignants. Donc, je vous invite justement à adhérer à vos CPTS respectivement, dans vos territoires. Dans les territoires, voilà. Et Patrick, dernière intervention. On va simplement pour dire que... Et pour peut-être que... Ah, je vais répondre sur les CPTS avant. Oui, vous participez déjà aux échanges. Puisque l'objectif est quand même de partager. Dans le cadre de prise en charge holistique, certains de nos patients, les psychiatres prescrivent l'intervention d'un infirmier libéral pour être sûr que la prise en charge. Pour moi, on n'a pas tout le temps de réflexion. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. On a commencé, on a déjà eu 1 ou 2 rencontres, je ne sais plus, et on essaye de participer à la création des CPTS et même au niveau conseil d'administration. Je crois qu'on est déjà membre d'un conseil d'administration. D'accord. D'accord. Ok, Patrick, derrière. Juste pour parler un petit peu d'une petite expérience que nous avons eue et qui est une bonne manière de faire du lien. Effectivement, le mardi après-midi, il y avait une rencontre au CMP KPC avec les infirmiers, toutes les infirmiers libéraux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer. Et le jeudi après-midi, c'était avec les médecins généralistes. Donc, c'est des choses très particulières. C'est cet espace-là qui existe. Où des infirmiers pouvaient un petit peu poser des questions aux psychos, aux psychiatres et tout ça. Et je pense que c'est peut-être une situation qu'on peut renouveler une expérience clairement. Il faut multiplier l'expérience pour faire ces gens. Oui. Compétition, tu dis, l'idée, c'est pas de se rencontrer une fois, c'est dans les situations complexes pouvoir se rencontrer régulièrement. Oui, c'est ça. Régulièrement, ne pas toutes les semaines, mais tous les 2 mois, parce qu'il y a des situations qui reviennent et parfois les professionnels ont besoin de trouver un espace pour pouvoir rencontrer des professionnels et échanger sur les situations complexes autour des adolescents. Moi, c'est vrai que je vous remercie maintenant de toutes ces interventions. Merci de toi, ça vraiment de cette emphase, parce que j'ai l'impression que la pédopsie, c'est un peu le miroir de tout ce qui nous attend, tous les défis déjà, parce que on va être transparent avec vous, le nombre de médecins n'augmentera pas dans les 15 à 20 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on a une capacité de formation, le temps que les réformes se mettent en place, il faut 10 à 15 ans pour former un médecin. D'accord? Donc les effets ne seront pas immédiats. C'est-à-dire qu'il nous faudra innover pour justement que tous les partenaires de cette chaîne de soins soient impliqués. Nous, on expérimente en Addicto le fait qu'un assistant social peut nous adresser des patients. Parce que des gens qui bossent dans le médico-social, qui bossent dans les services sociaux, qui sont en contact des familles, il n'y a pas de généraliste, ils ont le numéro d'un spécialiste, ils peuvent l'adresser plus rapidement, eux ils sont faits, et ça marche quand même vachement bien, parce que nous je bosse dans l'Essonne, qui est un département très défavorisé aussi sur le plan médical, et du coup on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive quand même à pouvoir répondre à nos besoins plus ou moins immédiats, on essaie de travailler avec les assistants sociaux, parce qu'il y en a beaucoup dans ce territoire, on a travaillé avec eux, ça fonctionne très bien. C'est pas aussi naturel qu'un médecin veuille faire confiance à d'autres corps de métier, mais on n'a plus le choix. On n'a plus le choix d'arriver à des dispositifs innovants. On sait la capacité en termes de formation que tous ces personnels, ces différents corps de métier ont, qui sont très investis
aussi auprès justement de ces personnes en souffrance, autant s'appuyer dessus, investir, former, accompagner, et le médecin risque d'avoir un rôle de coordination, un rôle d'expertise, d'orientation pour dire, bon voilà, sur le terrain, faites ci, faites ça, essayez d'accompagner, nous on est en bout de chaîne, on est le dernier fusible, ok, et on essaie de travailler avec l'entièreté. Donc c'est que comme ça, je pense qu'on a les 10-15 prochaines années, qu'on va s'en sortir, pour éponger, si vulgairement on dit des choses comme ça, la demande qui arrive. Je suis dans l'obligation d'arrêter les débats, je vais juste vous mettre désespérés, on pourra poursuivre les échanges en off. Je tiens réellement à vous remercier. J'invite à Mme Sanchez à venir pour que nous puissions conclure cette journée. Merci Béatrice. Merci vraiment à tous les intervenants. C'est vraiment avec une grande applaudissement. Merci à vous d'avoir été présents cette première journée. On espère pouvoir continuer de maintenir cette journée régulièrement parce qu'on réalise qu'au travers de la recherche, de la formation, de la réflexion, on est tous concernés. Ça peut être un temps, je pense, d'échange qui va être très important pour tous les acteurs, qu'on puisse se projeter, de voir les projets de recherche au travers des étudiants aussi. Ça peut être un espace pour les étudiants. Là, on espère monter sur un conseil scientifique autour de cela aussi pour l'organisation de cette journée. Hein. Je ne veux pas faire les choses tout seul. Ce sera l'occasion de pouvoir permettre aux étudiants de toutes les différentes filières qui ont des thématiques autour de la santé mentale de partager leurs résultats. Ce sera connu des internes, des étudiants infirmiers, des étudiants en sciences, de pouvoir partager leurs résultats autour de la santé mentale, pourquoi pas, hein. Encore un nouveau rêve que j'ai, hein. Mais ça fait beaucoup de rêves, mais finalement, quand on y croit, on peut y arriver. Donc, perspective à maintenir, on essaie de se donner des objectifs pour y arriver. Et d'autant plus qu'on a quand même vécu, moi je trouve une journée assez riche, hein, même très riche en termes de communication, de présence de questions. Ce matin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté le replay du journal de 8h de France Inter, un journal national. Était invité le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont le nom m'échappe là tout de suite parce que peut-être on ne va peut-être pas le retenir, Monsieur Baptiste, Philippe Baptiste. Et en fait, il venait donc pour parler de la clôture de Parcoursup, parce que tous les parents qui ont des enfants au lycée sont en syndrome post-traumatique. Mais il ne venait pas que pour ça, parce qu'une fois que ce sujet a été clôturé, ils sont venus interroger le gros sujet actuel autour de la recherche, qui est la fin des financements du gouvernement américain sur un certain nombre de recherches. Et pour ce qui concerne la santé mentale, évidemment, ils ne sont pas ciblés particulièrement, mais tout ce qui est inclusion, question de genre, handicap, toutes ces questions-là sont passées à la trappe parce qu'elles n'ont apparemment pas d'intérêt ou elles viennent gêner une politique particulière. Donc, on est complètement dans l'actualité, et notamment avec le PSM, la volonté de créer un lien avec la DRCI du CHU et universitariser cet hôpital psychiatrique. On est vraiment dans l'actualité parce que si certains se retirent, on sait quand même que la recherche c'est indispensable et on viendra prendre la place sans aucun problème. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et vraiment votre participation aujourd'hui. Docteur Angerville, bientôt, on se retrouvera, on l'espère. Le PSM, de toute façon, continue à investir le terrain et aller au plus près des communes et des populations, parce que la santé mentale, en fait, ça ne se règle pas dans un hôpital, mais c'est vraiment l'affaire de tous, sur un territoire, ça concerne tout le monde. Donc on continuera, bien sûr, à intervenir et à faire des propositions, que ce soit dans le cadre des CISM ou à d'autres niveaux. Donc moi, je suis directrice des ressources humaines et des affaires médicales, et aussi, évidemment, en charge de la future recherche de l'EPSM. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à très bientôt.